Moi, honnêtement, je ne conseille pas à quelqu'un de démissionner tout de suite de son boulot. Pour moi, ma famille passe en premier. Ma famille ne sera jamais derrière un quelconque business. Comment développer ce mindset où je me dis, je peux me faire payer pour 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros et plus, même si je vis en Afrique? Comment développer un mindset de high ticket? Ouais, je dirais que déjà depuis l'Afrique, j'avais déjà commencé à vendre du high ticket et c'est d'investir soi-même dans du high ticket. Pour moi, c'est la meilleure façon. Salut à toi Patricia et bienvenue sur le podcast Digital en Afrique où on parle de business en ligne en Afrique. On reçoit des personnes qui ont des parcours atypiques comme le tien dans le business en ligne en Afrique. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais juste te présenter? Alors, merci déjà de m'avoir invité. Je suis vraiment très honorée de partager ce moment avec toi et avec ta communauté. Je suis honorée aussi de partager ma modeste expérience dans le monde du business en ligne. Je suis le docteur Valérie Patricia, je suis médecin dentiste de formation. Je suis également business coach et j'accompagne les coachs et formateurs à vendre des offres premium en ligne sans dépenser en publicité. Donc tout à l'heure tu as dit médecin, dentiste. Ensuite tu as parlé de coach, entrepreneur. Comment est-ce que tu as atterri dans cette affaire de business en ligne? Oui, il faut dire que voilà, j'ai fait ma formation de dentiste au Cameroun, dans mon pays natal, et j'ai été affectée justement dans une zone où il n'y avait pas assez de patientèle. Et pourtant, pendant la formation, on est sous pression, donc j'ai été habituée à une certaine pression. Donc, ce qui faisait que pendant mes heures de service, je m'ennuyais. Je pouvais recevoir maximum 2 patients et parfois même personne la journée. Et j'ai commencé à scroller sur Internet justement pour me détendre et je me rends compte que c'est possible de gagner de l'argent en ligne. Voilà comment je me suis lancée en fait. Et ce qui m'avait particulièrement attirée, c'était les visuels en ligne. Les gens publiaient, ils utilisaient des flyers et je me demandais, mais comment est-ce qu'ils font ces flyers? Et je suis tombée justement sur une petite formation, la formation Canva. Et c'est par là que j'ai commencé mon parcours en ligne, juste par curiosité en fait. Je n'avais même pas l'intention forcément d'évoluer là-dedans. C'était vraiment par curiosité. Bien sûr, je voulais gagner autre chose parce que voilà, quand tu as fait 7 ans, tu t'attends à devenir riche après cette année d'études. Mais quand tu finis, tu te rends compte qu'il n'en est rien du tout et ton salaire ne t'arrange pas du tout, c'est pas suffisant pour tes rêves en fait. Donc, je voulais gagner plus et par curiosité, bref, pour ces 2 raisons-là, je me suis lancée. Donc, tu as démarré avec tout ce qui est Canva, conception de visuel en ligne, c'est ça? Oui, tout à fait. Ah, ok. Il y a beaucoup de personnes qui sont initialement dans ce cas-là, c'est-à-dire quand ils vont au boulot, il y a des fois où ça dépend du poste que tu occupes. Les gens n'ont pas de travail à certaines horaires, mais la plupart des gens, ils partent sur TikTok, regarder des vidéos, regarder des vidéos. Pourquoi toi, tu ne t'es pas dit, bon, c'est mieux, je regarde des vidéos TikTok pour me distraire au lieu d'être curieux pour te dire, je vais me lancer, je vais découvrir les opportunités en ligne. La même connexion, certains utilisent ça pour regarder des vidéos, mais toi, tu l'as utilisé pour te former. C'est quoi qui fait la différence? Je Ouais. comprends. Je pense que c'est le mindset. C'est le mindset qui fait la différence parce que j'avais déjà commencé à regarder des vidéos de développement personnel. Je savais que pour devenir riche, il faut se former. Il faut pas dépendre uniquement du salariat. Et quand j'ai vu cette opportunité, je me suis dit, pourquoi pas essayer en fait. Donc, je n'ai jamais été celle qui allait perdre mon temps dans des trucs. J'ai toujours été vraiment focus. J'ai toujours voulu réussir. Il y avait toujours cette graine à moi qui me disait que je pouvais mieux faire en fait en dehors de mon job de dentiste, il y avait plus à faire. Et quand j'ai découvert cette opportunité, je me suis dit, il faut que je la saisisse. Et en plus, j'avais également un projet de voyage. Il faut dire que mon époux vivait déjà en Allemagne à cette époque et je recherchais une activité qui n'allait pas, une activité intemporelle, c'est-à-dire une activité qui ne dépendait pas du lieu et où je n'allais pas aussi être conditionnée côté temps. Et donc, quand j'ai vu cette opportunité digitale, j'ai vraiment saisi l'occasion parce que je voyais que même si j'émigre, j'allais pouvoir continuer mon activité tranquillement, en fait. C'est ça. Ok. Déjà, tu t'es lancé à quelle année? Je pense qu'on s'est lancé au même moment. Oui, pratiquement au même moment, je crois, mais je pense qu'à cette époque, TikTok n'était pas encore vraiment, je pense pas qu'on avait déjà créé TikTok parce que TikTok vient en 2018, un truc comme ça, je sais pas trop. Je me souviens plus bien, mais TikTok n'était pas encore très développé à cette époque. Ça devait être, c'est en 2021
que je commence à m'intéresser vraiment au business en ligne. Ok, d'accord. Et quand tu t'es lancé là, c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées au début? Voilà, quand on se lance par curiosité, on n'a pas la compétence et on se heurte à beaucoup de difficultés. On comprend qu'il faut se former. Donc, c'était déjà que je n'avais pas forcément les compétences qu'il fallait, même en tant que freelancer ou bien même en tant que coach que je suis devenue par la suite. Donc, il fallait déjà me former. C'est ça ma première difficulté. Je comprenais pas bien comment le business en ligne fonctionnait, mais je voyais des gens témoigner, je voyais des gens dire que ça fonctionne pour eux et tout. Et je me demandais bien comment est-ce qu'ils parvenaient à gagner des sous en ligne. Et donc, j'ai décidé de me former. Je ne me suis pas arrêtée à la conception visuelle. C'est vrai que déjà avec la conception visuelle, les gens me payaient déjà pour leur faire des petits flyers à gauche, à droite. Et après, j'ai lancé une petite formation en Canva. Ensuite, je me suis formée en social media management parce que le business en ligne ne se résume pas à faire des visuels sur Canva. Donc, je me suis formée un peu en social media management et par la suite, j'ai commencé à m'intéresser au tunnel de vente et après, je me suis focalisée dessus. Ok. Principalement, quand tu as démarré, deux, trois difficultés qui ont été vraiment, qui t'ont vraiment marqué, c'est quoi? Le manque de formation adéquat et quoi d'autre? Oui, à part ce manque de formation, il y avait que l'argent ne rentrait pas. Ok. L'argent ne rentrait pas. Tu pouvais avoir un client, une mission aujourd'hui et demain, j'ai rien du tout en fait. J'ai compris qu'il fallait que Ok. j'upgrade mes compétences et que si vraiment je voulais aller toucher certains revenus, il fallait véritablement me former auprès d'experts. Donc, il y a ce truc où on connaît bien la courbe de l'entrepreneur. Ça monte, tu es content, l'argent rentre et après, subitement, ça descend. Et tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais mal en fait? Qu'est-ce que je comprends pas ici? Parfois, c'est même à l'origine de dépression, entre guillemets. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que j'ai même commencé ce truc? Autant mieux abandonner et me concentrer sur mon boulot de dentiste et tout. Mais j'avais un rêve et je savais que si j'abandonne pas, voilà, et que je continue à me battre pour trouver des solutions et que je continue à me former pour être une experte dans le domaine que j'aurais choisi, certainement viendra un moment où je ne manquerai pas de clients parce que pour moi, ça compte énormément de se former, d'avoir la compétence. Donc, malgré toutes ces difficultés, tu as quand même continué. C'est le point le plus important même pour la raison pour laquelle je fais ce podcast pour parler des réalités du business en ligne en Afrique parce qu'aujourd'hui, on voit tellement de promesses que on ne se rend pas compte quand on est à l'extérieur des difficultés qu'on peut rencontrer en tant qu'entrepreneur. Euh, que tout n'est pas rose. Quand on démarre, c'est-à-dire tu vas commencer aujourd'hui, ça va donner en même temps. Ça peut prendre du temps pour certaines personnes, d'autres, ça va très vite. Pour toi, ça t'a pris combien de temps quand tu t'es lancé pour faire tes premiers 1 000 € par mois? Voilà, pour faire mes premiers 1 000 € par mois, je dirais que ça m'a pris environ 2 ans. Parce qu'au départ, c'était vraiment la curiosité, les petites formations à gauche et à droite. Mais après, c'est quand j'ai fait un premier investissement sur moi à 1 600 € depuis l'Afrique, ce qui pour moi était vraiment un gros investissement à l'époque, Ouais, que un mon million. business a vraiment commencé à décoller. C'est à ce moment, donc je dirais environ 2 ans. Parce que j'ai Ok. beaucoup tâtonné. Beaucoup de gens disent que le business en ligne, ça paye, tu vas te faire des revenus rapidement. Honnêtement, très peu sont ceux qui arrivent même à stabiliser 1 000 € le mois. Très peu. Ouais, Ne parlons ouais. même plus de ceux qui font les 5 000, les 10 000 et plus. Voilà. Ok. Donc ça t'a pris 2 ans. Pour toi, pourquoi c'est pas aller plus vite? Premièrement, je dirais que je n'étais pas spécialisée. Je faisais tout. Donc, je faisais tout et finalement, je n'étais pas bonne dans un domaine. Je n'étais pas très bonne. Il n'y avait pas un domaine où j'étais vraiment l'experte, quoi. Je faisais tout et je parlais à tout le monde. Quand je dis je faisais tout, ça veut dire quoi? Je faisais du community management. Si quelqu'un vient publicité Facebook, je lance ses publicités. Si quelqu'un vient tunnel de vente, je lance ses tunnels. Si quelqu'un vient, j'aime ma page Facebook, on gérait la page Facebook, j'avais acheté une seule cliente parce que pour moi, je trouve que, jusqu'aujourd'hui, je trouve vraiment que les community managers sont pas très bien payés. Donc, j'achetais pas les missions en moins de 150 000 francs, un peu plus de 200 € par là, oui. Donc, j'avais fait le community management aussi une fois pour une cliente. Donc, c'était vraiment un mélange de tout. Et je parlais, et quand tu parles à tout le monde,
finalement, tu parles à personne. Et il y a un aîné aussi dans le business en ligne qui m'a approché et qui m'a dit, tu vois que ce que tu fais, c'est intéressant, c'est super, tu as un bon branding, essaye de te spécialiser. Essaye de trouver vraiment une seule compétence où on va te reconnaître comme l'expert. Et donc, à ce moment, j'avais remarqué que j'avais une passion particulière pour l'écriture. J'écrivais bien et aussi pour le design. Du coup, c'est des compétences qui sont nécessaires pour la création des tunnels de vente. C'est ainsi que j'ai décidé de me focaliser sur la création des tunnels. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à avoir des missions à 250 euros et plus. Et petit à petit, ma première mission qui m'avait vraiment permis de faire rapidement mon premier 1000 euros, c'était une mission en 900 euros. Ok. Et voilà, à partir de ce moment, je pense que les choses n'ont plus jamais été les mêmes. Du moment où j'avais décidé de vraiment me focaliser sur une seule discipline et de devenir l'experte dans cette discipline-là. Exactement. Je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent pas à générer de gros chiffres sur Internet parce que exactement ils ont ce problème-là. Où moi je connais des gens, ils sont community managers, ils sont graphistes, ils sont monteurs vidéo shorts, ils sont en même temps funnel builder, ils sont en même temps copywriter, ils sont en même temps media buyer. Donc l'idée c'est que quand tu démarres, les gens se disent si je fais comme ça, je vais avoir beaucoup plus de clients. Mais comme tu l'as dit, exactement, quand tu fais comme ça, vu que tu parles aujourd'hui de tunnel de vente, demain tu parles de vidéo short, les gens ne vont pas te considérer comme un expert dans ton domaine, ce qui fait que tu parles à tout le monde, donc tu ne parles à personne et les gens ne vont pas te contacter. Donc ils se disent, si je décide de faire un seul truc, ça veut dire que je peux pas toucher plein de personnes. Mais comme tu l'as dit, l'idéal, c'est de se focaliser sur un seul truc, de devenir bon dans ce domaine et naturellement, les clients vont venir, quoi. Donc, tu as dit aussi tout à l'heure que tu es dentiste de formation. Donc, ça veut dire que quand tu as démarré le business, tu étais toujours dans ton activité, dans ton emploi. Comment faire cette transition ou comment on gère cette étape de salarié et d'entrepreneur en même temps? Je dirais que moi, la chance que j'ai eue, c'est que mon boulot, c'était quand même assez flexible. J'avais assez de temps libre, je finissais à 15 heures et après, j'avais le temps pour faire autre chose. Donc, c'est de vraiment de capitaliser sur son temps libre. Moi, honnêtement, je ne conseille pas à quelqu'un de démissionner tout de suite de son boulot. Parce que quand tu démarres, on va te peindre un beau dessin, oui, tu vas te faire des sous en ligne et tout. Mais quand tu vas abandonner ton boulot, tu vas te rendre compte que c'était pas vraiment ce que tu pensais. Moi, je pense que réussir en ligne, ça demande du temps. Parce que les compétences qu'il faut acquérir, tu vas pas les acquérir du jour au lendemain. L'expérience pour avoir des clients, ça demande du temps. Et donc, moi, ce que je conseille, c'est de capitaliser sur son temps libre. Quand vous rentrez du boulot, faut pas se coucher et dormir. Si vous avez des grands rêves, alors il faut taffer pour cela Ouais, et faire des savoir sacrifices. s'organiser. Exactement. Il faut faire des sacrifices et surtout avoir une bonne organisation. Et c'est vrai qu'on travaille en ligne et il faut pouvoir aussi, parce que ce qui distrait aussi, c'est les réseaux sociaux. Il faut Exactement. pouvoir bien gérer son temps, même si c'est qu'on travaille en ligne. Voilà. Tu as démarré avec le côté freelance, prestation de service. Et à un moment, j'ai vu Patricia devenir coach. Comment est-ce que tu as fait cette transition-là de passer de freelance à coach? Parce que l'autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des connaissances qui peuvent transmettre à d'autres personnes, mais ils ont cette peur-là de ne pas pouvoir se proclamer en tant que coach. Comment est-ce que tu es arrivé à faire cette transition de passer de prestataire de service à coach? Ok, merci pour la question. Faut dire que j'enseignais déjà depuis. Donc, avec les formations Canva, je me suis découverte cette passion pour l'enseignement. Quand j'ai voulu faire cette transition, en fait, je me suis juste rendu compte que j'étais déjà coach, en fait. Je veux dire, à la base, j'avais pas dit je deviens coach, mais je formais déjà des gens. Je faisais déjà des masterminds. J'avais lancé un programme, j'avais fait un lancement où j'ai eu 4 clients à, à 697 euros. Et c'est de là que tout est parti, en fait. Il y a un mentor qui m'a approché et j'ai rejoint son programme et c'est comme ça que je suis devenue coach. Ok. Mais il y Donc, avait quand même ouais. je dirais qu'il y avait une fibre, il y avait déjà cette passion d'enseignement. D'ailleurs, la mission à 900 euros, c'était pour enseigner, je crois, 18 heures de cours en funnel building. C'est comme ça que je me suis vraiment découverte cette passion pour l'enseignement.
la transmission des connaissances. Très intéressant. Aujourd'hui, quand on parle de coach en ligne, il y a deux notions qui viennent en tête, le coach sportif et le coach qui enseigne aux gens comment gagner de l'argent. Est-ce qu'il y a d'autres domaines, d'autres niches pour transmettre ces connaissances si je ne suis pas dans ces domaines et comment je peux devenir coach? Donc, les domaines pour devenir coach, niche que tu vois et comment est-ce qu'on devient coach? Je dirais qu'il y en a tellement de domaines. Pour moi, un formateur, déjà, c'est un coach. C'est vrai que certains vont se dire, je suis formatrice, je ne suis pas coach. Et un coach, les gens trouvent que c'est peut-être trop high, mais en réalité, un coach, c'est quelqu'un, c'est un guide. C'est tout simplement quelqu'un qui aide les autres à arriver où il est aujourd'hui. Il leur montre juste le chemin, tout simplement. Déjà, on peut être coach dans tous les domaines. Plusieurs, c'est-à-dire, par exemple, si tu fais la pâtisserie, tu peux te décider de devenir coach en pâtisserie. Tu formes et puis tu transmets tout simplement tes connaissances. Si tu fais, je sais pas trop, dans la perte de poids, tu peux devenir coach en perte de poids. Donc, il y a tellement de domaines que je coach en finance, coach en immobilier. Donc, il y en a tellement. Très, très intéressant. Quand tu as commencé, je crois que tu ne vendais pas forcément directement des services comme tu le fais aujourd'hui, au-delà de 1000, 2000, 3000 euros. Comment développer ce mindset où je me dis, je peux me faire payer pour 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros et plus, même si je vis en Afrique? Comment développer un mindset de high ticket? Ouais, je dirais que déjà depuis l'Afrique, j'avais déjà commencé à vendre du high ticket et c'est d'investir soi-même dans du high ticket. Pour moi, c'est la meilleure façon. Quand toi-même tu investis dans du high ticket, tu comprends mieux la valeur des choses en fait. Moi, le déclic est parti de mon tout premier investissement high ticket, ce que j'avais vraiment considéré high ticket à l'époque, c'était à 1600 euros. Et à partir de ce moment, la peur de facturer cher est complètement partie. Je me suis dit, si moi-même je peux le faire, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui sont également prêtes à le faire. À partir de ce moment, j'ai commencé à facturer 2000 et plus, 3000, 5000, sans avoir froid aux yeux, quoi. C'est Ouais. un peu ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. On a même pris un programme ensemble dans le temps, les 1600 euros là. Je pense que même si vous prenez un programme que sur le moment vous dites ça ne m'a pas aidé, le simple fait d'avoir décidé de faire cet investissement là, ça débloque énormément de choses. Donc, si aujourd'hui vous avez de la difficulté à vendre des trucs chers, vous sous-vendez, comme Patricia l'a dit, la solution, c'est de décider d'investir en vous. Moi, quand je suis en Afrique ou ailleurs, quand je suis africain, parce que la conversion des devises, on se dit, investir 1500 euros, 2000 euros, c'est beaucoup d'argent. Mais quand je décide de faire cet investissement-là, à partir du moment où je fais ça, ça veut dire que, bon, si je suis dans les mêmes conditions et que j'arrive à faire ça, ça veut dire que d'autres personnes sont également prêtes à me payer ce montant-là. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment, vraiment, comme tu l'as dit, une grosse différence, quoi. OK. Ouais. Maintenant, disons, toi, tu es dentiste, tu es maman, tu es entrepreneur. Quand on est maman, entrepreneur et tout ce qui va avec, comment ou bien quels sont les défis ou les difficultés qu'on rencontre? Oui, j'aime bien cette question. Quand on est maman et qu'on est épouse, parce qu'il faut dire que je suis également Exactement, épouse, ouais. et qu'on est entrepreneur et en même temps salarié, je dirais que c'est challengeant, mais il faut juste savoir s'organiser et savoir quelles sont les priorités. Pour moi, ma famille passe en premier. Ma famille ne sera jamais derrière un quelconque business. C'est-à-dire que s'il arrive un moment donné où je vois que mon business va prendre le dessus sur ma famille, je vais mettre pause au business sans réfléchir. Parce que pour moi, c'est très important qu'il y ait la paix à la maison, que les enfants aient de quoi manger. Voilà, que je puisse m'occuper de cette capital pour moi. Parce que si à la maison, déjà, je suis stressée, si ça ne va pas à la maison, je ne sais pas comment je vais réussir à être épanouie dans mon business. Parce que tu peux pas faire un business étant stressé. Je dirais qu'il y a plusieurs challenges quand on est maman. C'est de pouvoir s'occuper de ses enfants, de trouver du temps pour ses enfants, de trouver du temps pour son époux et avoir également du temps pour son business et ses clients, parce que même les clients sont des bébés. Surtout Ouais. quand on est coach, il faut leur tenir la main, il faut leur enseigner. Parfois, des choses, tu te dis, mais non, c'est banal. Mais eux, ils ne comprennent pas. Donc, tu dois encore les prendre comme des tout petits bébés pour leur enseigner toutes ces choses. Donc,
Pour moi, c'est de savoir vraiment qu'est-ce qui est la priorité et de s'organiser en fonction de cela. Moi, il y a eu des moments où j'ai dû mettre pause parfois sur certaines choses concernant le business pour mettre en avant ma famille parce que je trouve que la famille, c'est prioritaire. Mais si on doit réussir son business en tant qu'entrepreneur, on doit pouvoir trouver un équilibre et savoir déléguer, savoir déléguer. À un moment donné, dans mon business, je continuais toujours de faire les flyers, mais à un moment donné, j'ai dit non, ça peut plus se faire. Si je dois coacher, si je dois prospecter, si je dois être celle qui fait les vidéos, mais je vais m'épuiser. Donc, j'ai pris un assistant qui s'occupait de tout ce qui est duel, il monte les vidéos et tout ce qui va avec. Et là, ça me permet de me libérer du temps pour moi-même et pour ma famille. Donc, il faut savoir déléguer. Comprendre que même si tu as la compétence, à un moment donné, tu vas devoir faire confiance à quelqu'un d'autre pour faire cette tâche pour toi. C'est un peu ça. Il faut avoir aussi un esprit d'équipe. Quand tu vises loin, à un moment donné, tu peux pas te permettre de tout faire. Tu vas t'épuiser. Oui, je vois la valeur famille dans, dans tes plus hautes valeurs. Oui. À part la famille, quelles sont les valeurs qui sont aussi importantes pour toi dans la vie? Pour moi, l'intégrité et l'honnêteté dans le business surtout parce que et même voilà avec les êtres humains, l'intégrité et l'honnêteté parce que quand tu construis un business sur du faux, surtout pour ceux qui promettent des choses qu'ils ne vont pas pouvoir délivrer, même si parfois même c'est même pas seulement au niveau de l'argent. Tu dis que tu vas accompagner les gens et tu ne les accompagnes pas. Ils te payent, tu ne les accompagnes pas. Donc, pour moi, c'est vraiment important. Ceux qui sont dans mon accompagnement, ils savent quand tu viens dans mon accompagnement, j'ai pris ton argent, je me dois de faire ma part du boulot. Je ne te promets pas des choses farfelues. Quand tu viens, je te dis que tu vas devoir travailler et tu t'assois, tu travailles. Et moi, je fais mon job. Donc, c'est ça. L'honnêteté dans ce qu'on fait, l'intégrité, parce que en ligne, on voit trop de promesses et au fond, parfois, ce n'est pas ça. Ce que je trouve un peu dommage. En termes de promesses, on en voit beaucoup sur le marché, ce qui fait que on commence à arriver au point où il y a des gens qui ne croient pas trop au business en ligne parce que ça fait des promesses sur des promesses sur des promesses. Qu'est-ce que tu recommanderais à un débutant de quel est le processus qu'il doit suivre? Est-ce qu'aujourd'hui, si je me lance, je me mets directement dans la tête que je veux gagner 10 000 euros par mois ou comment est-ce que je dois m'y prendre pour vraiment avoir des résultats dans le business en ligne? Déjà, la première année, si je suis un tout nouveau débutant, pour ma part, vraiment, si tu pars de zéro, évite de te mettre en tête que tu vas d'abord venir gagner de l'argent. Viens dans un esprit de je viens me former et je viens aider les gens avec le peu que je connais déjà. Et quand tu vas faire ça, ce sera comme une semence au début. Je crois beaucoup à la loi de la semence. Ce que tu sèmes, tu vas finir par le récolter. C'est-à-dire, si tu te mets en tête que voilà, je suis venu pour apprendre et aussi pour pouvoir aider les gens, même si, voilà, au tout début, peut-être les 6 premiers mois, ça ne sera pas trop ça. Il faut qu'on se dise les vérités. Ça ne sera pas trop ça. Mais si tu ne lâches rien, tu persévères, tu continues de te former auprès d'experts, tu vas y arriver. Mais si tu veux me dire que tu vas venir du jour au lendemain et stabiliser 10 000 euros, moi, je te dis que tu te fous du doigt, le doigt dans l'œil, tout simplement, en fait. Exactement. Parce que ce truc, c'est vraiment un vrai problème, un réel problème. Quand on va à l'école pour devenir docteur, médecin, devenir avocat, devenir agronome comme moi, devenir n'importe ce qu'on veut, on prend du temps à faire ce processus-là et on n'est jamais trop pressé. Mais quand il s'agit de faire du business en ligne, on a l'impression que c'est facile et Oui. quand on a l'impression que c'est facile, on se dit dans 90 jours, je pars de zéro, il faut que j'arrive à générer les 10 000 euros. Maintenant, quand on se met ce truc dans la tête, automatiquement, au bout de 90 jours, il y a d'autres qui n'arrivent même pas aux 90 jours. Quand on ne voit pas les résultats, on est découragé. Comment est-ce qu'on peut arriver à garder la motivation sur le long terme sans forcer, même si on a des hauts et des bas et tenir dans le business? Je dirais qu'il faut regarder à ce pourquoi on avait commencé. Moi, ce qui m'a toujours maintenu dans le drive, c'est de savoir que je veux vivre la belle vie, en fait. Je fais pas ce business parce que je veux pouvoir manger. Si c'était juste pouvoir manger, avoir un toit et dormir, être tranquille, moi particulièrement, moi je ferais pas le business. Mais quand je regarde à mes rêves, à tout ce que je veux accomplir, je me dis, je dois absolument rien lâcher, en fait. Il faut regarder à ce pourquoi tu avais commencé. Quelle est cette raison profonde
qui fait que tu ne peux pas dormir, ce qui fait que pendant que certaines personnes dorment à 4 heures, toi, tu es debout pour bosser sur ton projet. Regarde à cette raison. Et quand tu vas maintenir cette raison devant toi, et généralement, elle est au-delà de l'argent. Cette raison est générale. Cette raison profonde c'est pas forcément lié à l'argent. Ça peut être du genre, tes parents se sont donnés pour toi, ils ont souffert pour toi. Aujourd'hui, tu veux véritablement leur offrir une belle vie du genre. Si même tu vis en Afrique et qu'on te dit que ton parent veut se faire soigner et qu'il doit se faire évacuer en France, par exemple, que tu puisses le faire sans réfléchir, en fait, que l'argent ne soit jamais un problème. Et tu vois que ça, c'est vraiment au-delà de l'argent. Ce n'est pas quelque chose qu'on va quantifier avec de l'argent. Ouais, Donc, c'est ça. avoir un pourquoi fort. Tout à fait. C'est ce que je remarque chez la plupart des gens qui ont des résultats dans le business. L'autre question que j'aimerais te poser, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de salariat et consorts. Quand est-ce qu'il faut quitter son job quand on est entrepreneur? Quand est-ce qu'il faut quitter son job? Je me dis, si on a un business qui génère déjà vraiment plus que son salaire et qu'on a mis au moins 6 mois de côté pour pouvoir vivre au cas où il y aurait un pépin, on peut quitter son salariat. Si par exemple j'ai un business qui me rapporte déjà 2 fois plus que mon salariat et que j'ai mis peut-être 1 an d'économie de côté et que quand je me projette, je vois si tout le temps que je mettais dans mon salariat, je donnais ça à mon business, je pourrais peut-être faire 1 fois 5. Je pense qu'on peut quitter. Moi, quand je quittais le Cameroun, je n'avais pas encore quitté mon salariat, bien que j'avais déjà stabilisé les 1000 euros en ligne. Et quand je suis arrivée en Allemagne, moi, je me suis dit, je retourne au salariat en Allemagne. Donc, je suis dans une procédure pour m'intégrer en tant que dentiste ici en Allemagne. Parce que dentiste, quand même, c'est intéressant ici en Allemagne. Si c'était au Cameroun, j'aurais laissé le salariat. Et dentiste en Allemagne, c'est l'équivalent des 10 000 euros qu'on cherche souvent à stabiliser. Et je trouve que c'est intéressant aussi pour se bâtir un patrimoine immobilier, par exemple. Ouais, Donc, c'est très, la seule très raison qui intéressant. fait que je retourne au salariat ici en Allemagne. Sinon, Ok. si j'étais au Cameroun, j'aurais laissé. Très, très intéressant. Toi qui as fait le parcours d'entreprendre au Cameroun en étant salarié et aujourd'hui de toujours entreprendre en étant salarié de l'autre côté en Europe, quels sont les avantages et les inconvénients que tu vois quand on est entrepreneur en Afrique par rapport à quand on entreprend et on est de l'autre côté en Europe? C'est une question très intéressante. Ah, je dirais que la perception change. Malheureusement, c'est ça. Quand tu es, je ne veux pas dire malheureusement, quand tu es en Afrique et que tu abordes, par exemple, des potentiels prospects ici en Europe, le regard qu'ils ont sur toi n'est pas le même que lorsque tu es ici en Europe et que tu les abordes. Donc, ils t'accordent plus d'attention, en fait. C'est comme ça. Et moi, je l'ai remarqué. Et c'est comme ça. Quand le regard, en fait, la perception que les gens ont de toi quand tu vis en Europe et quand tu vis en Afrique, n'est pas la même chose. Au-delà de ça, est-ce que tu vois d'autres choses? Je vois que les gens te font plus confiance, comme je le disais. Ok. Oui, parce que c'est quand je suis arrivée ici en Europe que j'ai commencé à avoir mes plus gros contrats à plus de 3000. Et c'est ça, en fait. Les gens te font plus facilement confiance. En tout cas, moi, Pourquoi, ça a été mon cas. ouais, pourquoi tu remarques cette perception-là? C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que l'Afrique, c'est parce que c'est pas assez développé qu'il y a cette perception ou comment? Je pense que c'est la mentalité africaine, malheureusement. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on pense toujours parfois que les choses qui viennent de l'extérieur ont plus de valeur que les choses qui sont en Afrique, qui viennent de l'Afrique. Mais pourtant, j'ai des mentors, de vrais mentors qui m'ont formé depuis l'Afrique. La base que j'ai eue, c'est avec des mentors qui vivaient en Afrique. Donc, c'est un Ouais. peu ça. Est-ce que cela veut dire que si je veux gagner plus, j'entreprends bien en Afrique, je gagne bien ma vie en Afrique, est-ce qu'il faut que si je veux level up, je parte en Europe? Est-ce que c'est encore important? Pour moi, pas forcément. Je pense que quand tu es bon dans ton travail, ça finit toujours par se savoir, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Maintenant, les avantages qu'on a en plus quand on est en Europe, voilà, ou dans un pays de l'Occident, si on peut dire ça comme ça, c'est vraiment cet avantage avec la connexion Internet qui est très stable. Ça, c'est l'une des choses que, vraiment, quand je suis arrivée, c'était un ouf de soulagement. Il n'y a pas de coupure d'électricité.
Donc voilà vraiment les deux bonnes choses qui sont très avantageuses pour quelqu'un qui fait du business en ligne depuis l'Europe. Très super. Idée de business. Je veux démarrer. Je suis débutant. Je n'y connais rien dans le business en ligne. Quelles sont les opportunités que tu vois dans le business par lesquelles on peut démarrer? Déjà, il y a le freelancing. Donc, je peux me former dans une compétence. Par exemple, le copywriting, le funnel building, le montage vidéo, le community management, en fonction de mon appel. Parce que c'est pas en allant, tu peux te former au copywriting, après tu te rends compte que c'est pas forcément ce que tu kiffes, quoi. Rien ne t'empêche de changer. Moi, j'étais freelance et après, je suis devenue coach. Et aussi, en dehors du freelancing, on a le e-commerce. Pour moi, le e-commerce jusqu'ici, je suis encore en mode tâtonnement là-dessus. Et bien sûr, le coaching, parce que tu viens juste le coaching ou la formation en ligne, tu viens juste transmettre ce que tu connais déjà. Peut-être si tu es salarié et que tu as peut-être une compétence en finance, tu viens transmettre la même compétence en finance en ligne, quoi. Donc, Ok. voilà quelques opportunités que je pourrais citer. Donc, il y a le freelancing, il y a l'e-commerce, le coaching, la formation. Si toi, tu devais recommencer de zéro, vu l'expérience, toute l'expérience que tu as accumulée, par quoi est-ce que tu commencerais pour faire rapidement tes premiers 1 000 € par mois? Je pense que je resterai toujours sur le funnel building parce qu'après, tu peux développer toute une équipe et vraiment te faire beaucoup d'argent. Pour devenir funnel builder, parce que j'en parle énormément aussi sur ma chaîne, c'est quoi les compétences que tu vois que la personne doit absolument avoir pour se démarquer de la masse de funnel builder qu'il y a aujourd'hui sur le marché? Déjà, si la personne a de bonnes voilà, si la personne aime écrire, c'est-à-dire un bon feeling avec le copywriting, ce serait bien. Bien qu'on peut toujours s'adapter, on peut toujours se former et aussi avoir l'œil du design. Parce que même si tu délègues auprès d'un graphic designer, tu dois au moins pouvoir savoir est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau. Donc, avoir l'œil du design, ça compte aussi. Moi, ce sont les... Et savoir vendre. Savoir vendre. Que le but d'un tunnel de vente, après, c'est pas que le prospect regarde les boutons et ça va. On doit pouvoir cliquer et faire l'action que l'on veut qu'il fasse, quoi. Ouais, donc, comprendre un peu la psychologie humaine, quand les gens arrivent sur une page, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont passer à l'action et tout. Ouais. On a parlé de freelancing, funnel building, etc. Ça fait banalement 4 et bientôt 5 ans que tu es dans le business. Selon toi, qu'est-ce qui fait la différence entre le choix d'aujourd'hui et le choix d'il y a 4 ans? Je dirais que je suis devenue une meilleure personne parce que à force de côtoyer les gens, on rencontre des personnes de divers horizons et on apprend beaucoup. On apprend beaucoup à gérer les humains, à gérer une équipe parce que si on veut grandir, si on veut monter un bon business, il faut avoir une équipe. Et le fait d'avoir aussi eu une équipe m'a permis d'être une meilleure personne. Le fait de coacher les gens au quotidien m'a permis d'apprendre à tolérer l'autre. Parce que quand tu prends des clients, chacun a son tempérament, chacun a son... Bref, ils viennent de divers horizons et tu dois pouvoir gérer ça. Parfois, ils vont rentrer dans l'accompagnement, mais tu te rends compte que c'est des personnes qui lâchent vite. Tu dois pouvoir les motiver pour qu'elles continuent à faire le taf. Donc, pour moi, en coach business, dans le coaching business que je fais, j'ai appris également à motiver les gens, pas seulement les motiver, mais à les pousser à persévérer parce que c'est vraiment ça la clé du business. Et aussi, ça m'a aidé à devenir une meilleure oratrice. L'autre jour, j'étais à une fête et on m'a improvisé maîtresse de cérémonie et je m'en suis plutôt pas mal. En fait, j'ai pu gérer ça sans souci et je me suis rendu compte que c'est grâce aux multiples vidéos que je fais chaque jour. J'ai jamais appris ce métier quelque part, mais cette peur que j'avais avant d'aller vers les gens, d'affronter un public, de parler devant un public, elle est complètement partie. Parce qu'il faut dire que moi, j'ai énormément souffert du syndrome de l'imposteur, la peur du regard des autres, la peur du jugement. Mais je me suis rendu compte qu'avec toutes ces épreuves, je suis devenue une meilleure personne et je continue mon chemin et tout ce que j'ai appris durant ces années m'aide énormément dans tout ce que j'entreprends et même dans la gestion des collègues. Ça compte aussi. Très, très intéressant. Tu as parlé du syndrome de l'imposteur qui bloque beaucoup de personnes à se lancer et même ceux qui se sont déjà lancés, ça les bloque également. Comment arriver à surmonter le syndrome de l'imposteur? Je pense que pour ma part, ce qui m'a aidé, c'est le mentorat.
déjà d'acquérir la compétence. Il faut bien examiner ce pourquoi on a ce syndrome de l'imposteur. Se poser les bonnes questions, regarder le problème en face et résoudre le problème. Généralement, c'est une peur qui n'est pas fondée en réalité. Parce que Ouais. moi, j'avais déjà formé des gens, mais j'avais toujours peur. Je me disais qu'il fallait toujours une énième compétence pour mériter le titre de coach. Et il y a juste quelqu'un qui m'a dit, mais arrête, tu es prête, tu peux le faire. Et quand j'ai commencé à passer à l'action, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas ce que je pensais et les gens appréciaient plutôt ce que je faisais. Donc, c'est une peur qui n'est pas fondée et il faut parfois aussi aller fouiller dans son enfance. Parfois, on a quelqu'un qui a été blessé, quelqu'un à qui on a dit tu ne peux rien, tu vas rien accomplir dans ta vie, tu finiras nul et tout ça. Ça joue aussi sur nos croyances et ces croyances limitantes-là viennent influencer les actions qu'on doit mener au quotidien. Mais quand on se dit qu'on peut surmonter ça et qu'on commence à passer à l'action, on se rend compte que la récompense, elle est juste énorme et on finit justement par se détacher de cela. Je dirais que tout dépend. Si on est quelqu'un quand on a été blessé, quand on a été enfant, à qui on a dit ce genre de choses, il faut se faire soigner entre guillemets. Nous, en Afrique, on pense souvent que aller chez un thérapeute ou bien aller C'est chez un mauvais. coach, c'est parce qu'on est fou et tout ça. Non, ça n'a rien à y voir. Il faut soigner ses blessures et il faut passer à l'action, comprendre que, parce que moi, j'ai eu plein de personnes, quand elles viennent pour gagner de l'argent, je te rends compte qu'elles sont timides, elles ont peur, puisque je travaille plus avec des femmes. Et toi, il faut que tu ailles travailler à ce niveau pour qu'elle puisse passer à l'action. Tu dis à quelqu'un, fais une vidéo, elle n'arrive pas à faire parce qu'elle a peur du regard des autres. Et il faut que toi, tu puisses lui dire, tu peux le faire. Il y en a parfois qui se regardent même dans la glace et se disent, je suis moche, est-ce que ma tête est bizarre, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et on doit travailler à ce niveau. Et quand elle commence à passer à l'action, à mener les actions, elle se rend compte que, en fait, c'est pas ce qu'elle pensait. Et elle finit. Il y en a qui sont devenus de très grandes coachs après. Et pourtant, au départ, elles avaient ce syndrome de l'imposteur-là. Donc, c'est possible d'en guérir. Il faut juste avoir les bonnes personnes qui nous guident, qui nous aident à surmonter cela et travailler sur ce qui nous fait peur. Si c'est par exemple parce qu'on se dit qu'on n'a pas la compétence, va chercher la compétence, tu complètes, deviens bon dans ça et puis tu vas voir que ça va passer. Tu vas commencer à aider les gens et tu vas te rendre compte qu'en réalité, il n'en est rien du tout par rapport à ce que tu pensais. Vraiment, vraiment, une masterclass. Comment faire en sorte que les gens puissent passer à l'action, vraiment les motiver, comme toi, tu as dit que tu fais dans tes programmes. Comment arriver à inciter vraiment les gens, à les aider à passer à l'action? Il faut soi-même être un bosseur. En fait, il faut être un leader, même pour ses clients. On va pouvoir montrer le bon exemple. C'est-à-dire quoi? Moi, par exemple, quand je lance mes campagnes, je leur montre en fait ce que je fais. Quand tu viens dans le programme, je te dis, voilà, voilà, voilà ce qu'il va falloir que tu fasses. Voilà tel challenge que tu vas devoir organiser. Et pendant ce temps, toi-même, tu me vois faire. Tu me vois faire des vidéos, tu me vois organiser mes propres challenges et tout. C'est motivant. Et il faut montrer OK. aussi ses résultats à ses clients. Il faut en parler. Et quand ils vont voir, parce que si quelqu'un vient dans ton programme, il vient chez toi, il voit que toi, tu n'as pas de résultats, il va se demander, mais je suis où? Ouais. Mais il y a plusieurs de mes élèves qui m'ont dit, waouh, quand je veux dormir, je vois une de tes vidéos, je dis, mince, il faut que moi-même j'aille publier, il faut que moi-même j'aille faire un truc. Donc, il faut être un bon leader, c'est celui qui montre déjà le bon exemple. Donc, il faut déjà toi-même être un bosseur. Parce que quand ils vont te voir, ils vont voir comment tu bosses, ils vont voir les actions que tu mènes, ils vont voir tes résultats, ils vont se dire, c'est aussi possible pour moi. Et ils vont faire le taf. Bien sûr, il faut bien les suivre. Tu peux pas aussi venir forcer quelqu'un, prendre quelqu'un et dire, assieds-toi là, fais ça. Tu fais ta part. Déjà, tu montres le bon exemple en étant toi-même un bon bosseur et en les suivant comme il se doit. Et maintenant, le reste, c'est vraiment, avant moi, je culpabilisais pour certains de mes clients qui ne passaient pas à l'action, qui n'avaient pas de résultats. Mais j'ai appris à me détacher. Quand je sais que j'ai fait mon travail, j'ai Ouais. fait ma part, je me détache. Parce que parfois, les gens vont rejoindre ton programme, ils vont prendre peut-être ton offre. Pourtant, c'était peut-être pas la saison. Peut-être ils n'étaient vraiment pas disposés. Il y a tellement de facteurs, tu ne peux pas savoir. Donc, du coup, quand j'ai fait ma part, Ah, je me détache. C'est comme ça. ouais.
C'est vraiment un partage intéressant pour directement ceux qui veulent passer à l'action aussi, pour ceux qui sont coachs dans le business ou dans la vie de façon générale. Aussi, on en parle très peu de l'impact du développement personnel sur nos résultats parce qu'aujourd'hui, quand tu vas, par exemple, sur les réseaux sociaux, tellement, quand on parle business, on parle directement d'argent. Est-ce que tu vois comment est-ce que le développement personnel t'a impacté? Est-ce que tout ce qui est affirmation, par exemple, c'est pas important ou bien est-ce que c'est vraiment utile de faire des affirmations, de lire des livres? Est-ce que le développement personnel dans sa globalité a son importance quand on entreprend dans le business? Très bonne question. Je dirais que tout business est avant tout spirituel. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas un bon ancrage spirituel. Et chacun sait ce à quoi il croit. Peu importe ce à quoi tu crois, mais tu dois avoir une activité spirituelle qui te permet d'être performant. C'est-à-dire quoi? Moi, par exemple, je fais des proclamations matinales. C'est-à-dire, je me lève, je me fixe, par exemple, un montant, un chiffre d'affaires que je vais atteindre. Et je fais des proclamations. Donc, ce que tu appelles affirmation, parce que moi, je suis chrétienne, on appelle plus ça proclamation, mais c'est la même chose, en fait. Donc, je le fais. En fait, je ne blague même pas avec quoi. C'est-à-dire que si ce côté spirituel, je suis pas équilibrée à ce niveau, pour ma part, ça va pas donner, en fait. C'est le plus important. Il faut pouvoir être épanoui à l'intérieur, être équilibré dans sa tête pour pouvoir être performant dans son business. Et donc, pour moi, le développement personnel a toute sa place. On parle de réussite, mais quand tu vois ceux qui réussissent véritablement, ils ont un très grand ancrage spirituel. Chacun croit, certes, en quoi il croit, mais ils ont tous une activité spirituelle. Tu vas pas voir un grand entrepreneur qui n'a pas d'activité spirituelle, qui ne te dit pas qu'il fait peut-être, il a ses moments de méditation, des moments où il fait ses affirmations. C'est tellement, tellement important. Et c'est des choses aussi que je partage avec mes élèves, quoi. Parce que je vais pas commencer à leur dire que tu vas réussir, tu vas avoir beaucoup d'argent si à l'intérieur tu n'es pas bien. Si tu n'as pas une vie spirituelle équilibrée, c'est très important. Je pense que beaucoup de personnes négligent cet aspect du développement personnel, de travailler sur soi et se focaliser uniquement sur l'argent, ce qui fait que les gens ne voient pas de résultats. Tout à l'heure, tu as parlé aussi du fait que avoir une équipe, ça permet de se développer, d'aller plus loin. Comment arriver à déléguer ou créer une équipe autour de soi, trouver les bonnes personnes qui seront prêtes à travailler? Parce que l'autre chose, c'est de trouver les personnes, mais c'est de trouver des personnes qui vont bien travailler avec toi. Comment arriver à se constituer une équipe autour de soi? Déjà, pour ma part, bon, je vais parler de mon expérience. C'est parti de quelqu'un que j'ai personnellement formé. Donc, c'est une personne qui est passée dans mon moule. Donc, et le feeling passait très bien. Et elle s'est également formée sur d'autres choses, notamment le design. Et je me suis dit, pourquoi pas travailler en collaboration avec cette personne. Pour déléguer, il faut faire confiance aux gens. C'est là où le leadership intervient. Il faut être un bon leader. Moi, j'insiste beaucoup sur le leadership. Parce que les gens parlent d'entrepreneuriat, entreprendre, mais si tu n'es pas un bon leader, tu ne peux pas avoir une équipe. Donc, il faut travailler son leadership. Et là, c'est à ce moment, les valeurs entrent en jeu. La tolérance, l'écoute, savoir déléguer, savoir comprendre l'autre, savoir j'ai quel type de personnage en face de moi, comment est-ce qu'on gère ce type de personnage. Déjà, il faut chercher des personnes compétentes et ça peut être quelqu'un que toi-même tu as formé, comme j'ai dit, mais surtout, travailler son leadership, c'est très important pour pouvoir gérer les humains. Moi, je dirais ça. Selon toi, tout le monde peut réussir dans le business en ligne. En tout cas, les paresseux ne peuvent pas réussir. C'est déjà une chose. Je dirais pas tout le monde. Parce que vraiment, il faut être tenace. Vous savez, nous travaillons sur les réseaux sociaux, c'est notre première source de trafic. Et il faut savoir gérer tellement de choses. Il y en a qui sont venus, ont connu le burn-out. Moi, je reconnais qui ont connu le burn-out, ne sont plus jamais revenus. Donc, moi, je pense que il faut être tenace. Il faut vraiment être tenace si tu veux faire du business en ligne parce que ça peut venir de partout. C'est-à-dire, la crise peut venir quand tu ne t'y attends même pas. Pour ma part, il faut être tenace, il faut être un bosseur. Et en plus, il faut travailler régulièrement pour améliorer sa compétence puisque c'est un domaine qui évolue. Et pendant que tu es encore concentré ici, tu te rends compte qu'il y a un nouveau truc qui est sorti. Et il faut savoir aussi
au juste milieu, parce qu'il y a aussi ce syndrome de la chose brillante. Chaque jour, de nouvelles applications naissent. Chaque jour, de nouvelles choses se créent. Qu'est-ce qui peut vraiment m'aider pour mon business? Est-ce que je prends ça ou bien est-ce que je prends pas? Donc, c'est tellement de choses. Il faut être persévérant, tenace, savoir pouvoir supporter le regard des autres et voilà, beaucoup travailler sur sa vie spirituelle. Moi, je le dis, ça compte énormément. On n'en parle Donc, pas suffisamment de tous ces aspects-là dans le business, alors que c'est également des choses très, très importantes aussi. Tu as parlé tout à l'heure de burn-out. Ces choses, on n'en parle pas assez, de la dépression, du burn-out. Comment, en tant qu'entrepreneur, on peut ne pas tomber dans ces pièges-là? Mais comment éviter de tomber dans le burn-out, dépression et tout ce qui va avec? oui, je pense que c'est une question vraiment très, très importante pour les entrepreneurs. Il faut savoir faire des pauses quand il le faut. Il faut savoir faire des pauses. Il faut savoir lâcher prise. C'est vrai que tu as tes objectifs que tu t'es fixés, tu vas taffer pour cela, mais n'oublie pas qu'il faut savoir lâcher prise. Quand tu sens déjà que la pression est trop élevée, lâche prise. S'il faut même que tu délègues, que tu payes un prestataire pour certaines tâches, fais-le pour dégager du temps pour toi-même. Parce que une batterie qui ne se recharge pas va finir par s'altérer tout simplement. Il faut savoir créer des moments pour soi-même et savoir être que bon, se fixer des heures en fait, être discipliné. Je travaille de telle heure à telle heure. Après, même si c'est quel message qui rentre, ou bien j'éteins mon téléphone, je bloque mes réseaux sociaux, je me repose, je passe du temps avec ma famille, je fais ce qui me plaît. Si j'aime aller nager, je pars nager. Si j'aime sortir marcher comme moi, tu sors, tu vas marcher pour recharger tes batteries, c'est vraiment important. Mais quand arrive un moment, parce qu'il y a souvent, le burn-out, ce n'est pas soudain. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ouais. Tu vois, tu sens comment ça vient. Et en ce moment, il faut savoir faire la part des choses. Moi, il y a eu des moments où j'ai complètement arrêté. Quand je sens que ça ne va pas et que si je me mets à forcer, je prends une pause. Honnêtement, la vie vaut mieux que tout ce qu'on court, tout ce à quoi, puisqu'on fait ça pour de l'argent. Mais la vie vaut mieux que l'argent, en fait, franchement. Des conseils très, très pertinents parce que actuellement, même on est en période de fête et tout ça, tu vas voir, il y a toujours des personnes qui sont, je ne suis pas contre ça, les gens peuvent travailler comme bon semble. Il y a des gens, même en période de fête, même en période de vacances, ils disent non, moi, je suis toujours en charbon, mais on ne le dit pas assez. Quand tu travailles, même quand tu sens que ton corps est fatigué, mais tu continues de travailler, c'est des choses qui peuvent amener vraiment, vraiment au burn-out. Et c'est pas, comme tu l'as dit, c'est pas un truc qui va arriver d'un seul coup comme ça, mais c'est de, de petites choses accumulées sur la durée. Et comme tu l'as dit, avoir des activités extra hors business, c'est très intéressant parce que il y a des gens qui sont en mode je charbonne, je dors, je charbonne, je dors, je charbonne. Alors que la vie, il n'y a pas que le travail aussi Tout à fait. dans la vie. Donc, on en arrive au thème de ce podcast. J'ai trois questions que je pose généralement. Première question, est-ce que tu as trois livres qui t'ont le plus impacté, que tu as lu, que tu recommanderais à n'importe qui souhaite se développer dans la vie, dans le business de façon générale? Déjà, dans le business, pour ceux qui font dans la vente, je recommanderais tous les livres de Russell Brunson. Déjà, la suite de Russell Brunson. Je pense que tu les adhérais, toi, Traffic Secret, Expert Secret, Dotcom Secret. Pour surtout ceux qui veulent faire le funnel building et aussi lancer des événements virtuels. Et aussi, les livres d'Alex Hormozy, pour l'offre, parce qu'on sait bien que pour créer une offre, 100 million offers, oui, Ouais, dirais ça ouais, c'est aussi. ça. Quoi d'autre? Le livre que tout le monde a lu, Père riche, Père pauvre, parce qu'on gagne de l'argent, mais il faut aussi savoir gérer son argent. Quand on gagne de l'argent en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que on va juste se taper la belle vie ou bien apprendre vraiment à gérer cet argent et réinvestir dans d'autres choses? Je trouve que c'est vraiment aussi important pour la vie d'un entrepreneur. Il y a aussi comment se faire des amis de Dale Carnegie, parce que voilà, il faut comprendre la psychologie humaine, comprendre comment, voilà, Super. gérer les humains et tout, comment faire en sorte que la connexion passe plus facilement avec les autres. Donc voilà quelques livres que je pourrais recommander. Si tu devais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi de 18 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Mon moi de 18 ans, je dirais, ne fais même pas la médecine, va faire du business.
Parce que au Cameroun, c'est 7 ans, hein, 7 ans de médecine dentaire que j'ai fait. Je regrette pas. C'est pas pour dire que je regrette, mais à mon mois de 18 ans, j'ai toujours dit, va faire directement du business, va apprendre comment fonctionne l'argent, va apprendre la gestion financière, apprends comment créer des business et ose, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Va apprendre une compétence hautement rémunérée. Les anglophones disent high income skills. Va apprendre un high income skills et parce que les high income skills, j'ai remarqué généralement, ne te prennent pas trop d'années, comme les 7 années que j'ai fait en médecine. Ouais. C'est des choses qu'en 3 ans, tu maîtrises et tu es hautement rémunéré. Tu fais partie de la crème de la crème. Donc, apprends un high income skill, ose. Tu n'es pas trop jeune. À mon moment de 18 ans, tu n'es pas trop jeune pour gagner de l'argent. Tu n'es pas trop jeune pour impacter des vies. Tu n'es pas trop jeune pour être une bénédiction pour les autres. Donc, ose, n'aie pas peur, montre-toi, montre ce que tu sais faire parce que le monde attend ta révélation. Le monde attend de savoir qui tu es et de ce que tu peux faire. Le monde veut découvrir ce que tu sais faire. Alors arrête de te cacher. Passe à l'action. Ne sois pas paresseux. Évite les fêtes. Évite les amis qui vont t'entraîner dans la boisson, dans l'alcool, dans les choses qui ne t'apportent rien du tout. Un très, très, très bon conseil parce que si je dois dire la même chose au moins de 18 ans, je pense que les compétences aujourd'hui, il faut pas les négliger, qu'on soit salarié, étudiant ou déjà qu'on se débrouille dans la vie. Développer des compétences aujourd'hui, c'est vraiment très, très utile. C'est quoi tu vois comme compétences high income skill, comme tu l'as dit, que 2, 3 compétences que les gens peuvent développer, qui peuvent leur rapporter dans la vie. Des exemples de high income skills. Oui. Être par exemple un expert en marketing. Un expert en marketing et en vente, c'est des compétences. Oui. Quand tu sais vendre, tu peux pas être pauvre dans ta vie. Si tu sais vraiment vendre, tu peux pas être pauvre. Et être un excellent marketeur, vraiment pour moi, c'est cool. Tu peux aussi être un expert copywriter, mais ça va te demander, ça va te prendre le temps que ça va te prendre, mais quand tu maîtrises ta compétence, tu peux facilement avoir des missions même à 3000 balles, pourquoi pas. Sans compter que tu peux avoir un échelonnement, bref, un paiement mensuel, un truc comme ça. Je pense que tu comprends bien ce que je veux dire. En Ouais, dehors ouais. que tu prends au départ. Il y a tellement de choses que tu peux faire. Je ne vais pas te dire, va faire directement le dropshipping Directement ça. Non. Amazon, Ok. mais parce que ça va te demander plus, ça va peut-être te demander beaucoup d'investissement au départ. Mais déjà, ces compétences-là, copywriting, funnel building, un expert en vente. Mais expert en vente, c'est beaucoup de choses, c'est un peu vague. C'est beaucoup Ouais. de compétences. La vente, c'est très important dans n'importe quel domaine. Donc, tout le monde doit Ouais, apprendre à vendre. Ouais, oui. super. Donc, dernière question. Est-ce qu'il y a une citation sur laquelle tu te bases pour faire tout ce que tu fais dans la vie qui te donne de la motivation au quotidien? Moi, je n'abandonne jamais. En fait, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Alors, j'avance. Je n'abandonne pas. Quel que soit l'obstacle devant moi, je n'abandonne pas. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Je dis ça parce que j'ai investi, par exemple, dans des choses qui n'ont pas marché, dans plein de choses même qui n'ont pas marché. Mais ça n'a pas empêché que je continue. Et je pense que si j'avais lâché, peut-être que je ne serais même pas ton invité aujourd'hui. Donc, je suis très contente de n'avoir rien lâché et je continue mon chemin tout simplement. Merci Patricia beaucoup pour ton temps. Où est-ce que les internautes peuvent te retrouver s'ils souhaitent te suivre? S'ils souhaitent me suivre, ils peuvent me suivre sur YouTube. Je suis Docteur Valérie Ok. Patricia Je sur mettrai le YouTube. lien dans la description de la vidéo. D'accord. Ou bien sur Facebook aussi, sur mon profil Facebook Patricia Okiobe. Ok, super. Est-ce que tu as un mot de fin? Pour mot de fin, je dirais, écoutez ce que Jean vous dit. Il est très bon dans ce qu'il fait et je suis vraiment très contente d'avoir pu participer à ton podcast et d'avoir pu partager mon expérience avec ta communauté. Et je dirais, ne lâchez rien, les gars. Ne lâchez rien parce que ceux qui ne lâchent rien, ce sont eux qui se retrouvent au sommet. Super, Patricia. Merci beaucoup pour ton temps. Bonne fête à toi et bien de choses à toi pour cette nouvelle année qui arrive. On se dit à très vite. Ciao. À très vite.